Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une vidéo publiée récemment par Lay sur sa chaîne Science for All, dans laquelle il revient sur un thème qui lui est cher, à savoir l'oliganisme politique. Cette vidéo s'appelle « L'irrationalité n'est qu'un symptôme », donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Et d'abord, je vais introduire quelque chose d'important, c'est que pour ceux d'entre vous qui auraient la mauvaise idée d'espérer du clash ou du drama dans cette vidéo, vous allez être extrêmement déçus, parce que Science for All est à l'heure actuelle ma chaîne de vulgarisation scientifique préférée. Peut-être que ça changera un jour s'il y a une nouvelle chaîne incroyable qui apparaît, mais à l'heure actuelle, c'est ma chaîne de vulgarisation scientifique préférée. Plus globalement, c'est une de mes chaînes YouTube francophones préférées. Si je devais faire un top 5, elle serait clairement dans ce top 5. Et par extension, j'ai des très bons rapports avec Lay, puisque je l'ai interviewé pour mon site il y a quelques mois, qu'il a accepté très rapidement, et c'était d'ailleurs, je le précise, une marque d'ouverture d'esprit de sa part, parce que je connais un certain nombre de vulgarisateurs scientifiques qui n'iraient jamais se faire interviewer sur le site d'un coach. Donc si aujourd'hui je reprends la vidéo de Lay pour en faire une contre-argumentation, c'est avec respect, bienveillance, et justement je pense que c'est potentiellement constructif d'avoir un débat entre des gens qui se respectent et avec des gens qui sont capables d'écouter le propos sans s'enflammer. Et c'est à l'opposé de ce que propose majoritairement la radio, la télévision et même YouTube, puisqu'on va souvent vous montrer des débats avec, par exemple, Jean-Luc Mélenchon opposé à Marine Le Pen. Donc ça va être un concours de sophisme, ça va être des gens qui s'invectivent, ça va être tout sauf du contenu qui provoque de l'élévation intellectuelle chez le public. L'autre catégorie de débat caricatural et dysfonctionnel qu'on va vous proposer, c'est par exemple, parlons des libertés sexuelles et des lois contre le viol, avec Martine, 23 ans, violée par son père quand elle avait 5 ans, et Jean-Luc Lahaye, qui va vous expliquer pourquoi c'est cool de coucher avec des mineurs. Maintenant que le contexte dans lequel je fais cette vidéo est à peu près clair pour tout le monde, je vais résumer très brièvement en 4 points ce que je retiens de la vidéo de Lay, le My Four Sense de Lay. Le premier point, qui est le cœur vraiment de son propos, c'est de dire, souvent les gens attribuent l'oliganisme politique à l'irrationalité, ils pensent que l'irrationalité c'est la racine de tous les maux et que ça génère du oliganisme. En fait, ce n'est pas vrai d'après Lay, c'est le oliganisme qui génère de l'irrationalité. Donc l'irrationalité n'est qu'un symptôme, d'où le titre de la vidéo, et la maladie, entre guillemets, qui cause ce symptôme, c'est le oliganisme politique. Le deuxième point, c'est qu'il dit que ça sert à rien, en fait, de lutter contre les arguments irrationnels, parce que, en fait, un argument irrationnel, c'est comme une hydre, vous coupez une tête, il y en a deux qui repoussent, et c'est vrai que c'est un peu une tautologie de le dire, mais c'est important de mettre l'emphase là-dessus, puisque justement les arguments sont irrationnels, en fait, ils sont pas limités. Vous avez potentiellement une infinité d'arguments irrationnels, puisque justement, l'argument irrationnel n'est pas corrélé au réel. Donc voilà, si je vous explique qu'on vit dans le monde de Matrix et qu'en fait, nous sommes des papillons dans le rêve d'un Illuminati reptilien qui vit au centre d'une terre creuse dans un univers parallèle, en fait, et que vous arrivez à me prouver que c'est faux, ce qui est un peu compliqué, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on peut pas falsifier. Je vous renvoie à Popper, pas le Poppers, juste le théorème de Popper, qui n'est pas falsifiable lui-même, solide. Bon bref, si j'arrive de toute manière à vous faire comprendre que non, on n'est peut-être pas dans le rêve d'un reptilien, papillon, dans Matrix ou je sais pas quoi, vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Le troisième point, c'est de dire que, puisque justement l'irrationalité est une sorte d'hydre, en fait, il est beaucoup plus productif pour chacun d'entre nous de chercher un autodiagnostic, donc moi ce que j'appelle checker nos biais, tout simplement, plutôt que de prouver aux gens qu'ils ont tort. Et il a tout à fait raison sur ce point. Là encore, c'est moins violent pour l'être humain de changer lui-même plutôt que de voir son point de vue attaqué de l'extérieur. J'en ai parlé dans le premier épisode de Check tes biais, et c'est aussi ce que montre Lay dans l'épisode 10 de Démocratie sur le oliganisme politique, où il parle notamment de l'expérience de Dan Kahan. Moi j'ai parlé d'autres expériences, mais pour faire simple, lorsque quelqu'un attaque vos convictions, les convictions qui sont très importantes pour vous, alors ça peut être voilà sur la liberté de vendre ou d'acheter une arme, ça peut être sur l'immigration, ça peut être aussi, même hors de la politique, sur des questions artistiques. Vous savez, vous faites un débat sur IAM ou NTM, le rock ou le rap, etc. Vous allez avoir des gens qui vont partir en oliganisme, et quand on attaque les convictions des uns et des autres, en fait ce qui se passe c'est que nos capacités cognitives diminuent.
lorsque quelqu'un vient contre-argumenter des choses qui sont très importantes pour vous, vos capacités cognitives, mes capacités cognitives aussi, diminuent. Et le deuxième point, c'est que non seulement on réfléchit moins bien, mais en fait notre corps déclenche une alerte physique parce qu'il a l'impression que son homéostasie, et donc par extension sa survie, est en danger. C'est-à-dire que entendre quelqu'un critiquer vos convictions les plus fortes, c'est carrément vivre une situation d'agression. Et le dernier point qui résume un petit peu le propos de Lé, c'est de dire que plutôt que de critiquer l'irrationalité, il faut donner aux gens envie de kiffer la rationalité. Il faut faire comprendre aux gens pourquoi être rationnel, c'est cool. Alors maintenant que j'ai posé ces 4 points, je vous le dis très simplement, je suis d'accord avec tout ça. Oui, je suis d'accord avec les 4 points, donc ça peut paraître bizarre que je fasse une vidéo. Simplement, j'ai un problème avec le premier, qui est en fait le cœur du propos de Lé, consistant à faire une flèche unilatérale qui part du hooliganisme politique et qui va vers l'irrationalité. Je précise tout de suite, il est évident que le hooliganisme politique génère de l'irrationalité. Aucun souci là-dessus, c'est un fait. Mais le problème, c'est que quand on fait cette affirmation, en fait, je pense que c'est un peu comme les gens qui résument l'effet de halo à un pur a priori physique, alors que l'effet de halo, c'est bien plus de choses. Et la question, c'est à partir de quel moment une affirmation qui est exacte, mais qui est incomplète, devient inexacte. Et c'est le problème que j'ai notamment avec la vidéo de David Loapre sur l'effet de halo, qui dit certes un truc vrai, mais qui en fait qui est tellement petit par rapport à tout ce qu'il y a à dire sur l'effet de halo, que ça en devient quelque chose qui est presque inexact. Donc revenons-en au hooliganisme politique, et surtout revenons-en au biais cognitif et à l'irrationalité. J'ai envie de prendre un exemple, parmi les 186 biais cognitifs qui sont listés sur Wikipédia. J'ai bien dit 186, j'ai pris la peine de compter avant de faire cette vidéo. Sur les 186 biais qui sont listés, je vais en prendre un qui s'appelle l'heuristique de disponibilité, ou le biais de disponibilité. Et comme ce biais, il peut amener à surestimer des choses, statistiquement parlant, ou à les sous-estimer, je vais vous donner les 2 exemples. Premier exemple, je l'emprunte à Daniel Kahneman, qui raconte un événement qu'il a vécu lui-même. Donc, je vais faire des petites coupes dans le texte pour que ça soit un peu plus rapide, mais je vous donne l'essentiel. Je me suis rendu en Israël à plusieurs reprises pendant une période où les attentats contre les bus étaient relativement communs, bien que naturellement rares d'un point de vue purement statistique. Entre décembre 2001 et septembre 2004, Israël a connu 23 attentats à la bombe qui ont fait un total de 236 victimes. Donc ça fait une moyenne de un peu plus de 10 victimes par attentat. À l'époque, près de 1,3 million de personnes prenaient le bus chaque jour en Israël. Donc 1,3 million, je le reformule, ça fait 1 300 000 personnes qui prenaient le bus chaque jour, quotidiennement, en Israël. Chaque passager encourait donc un risque infime, mais ce n'était pas le sentiment de l'opinion publique. Les gens évitaient les bus autant que possible, et de nombreux passagers effectuaient leur trajet dans l'angoisse, scrutant leurs compagnons à la recherche de tout paquet suspect ou vêtements susceptibles de dissimuler une bombe. Disposant d'une voiture de location, je n'avais guère l'occasion de prendre le bus. Néanmoins, j'eus le déplaisir de remarquer que j'avais moi aussi modifié mon comportement. Je découvris que je n'aimais pas m'arrêter à la hauteur d'un bus au feu rouge, et que je démarrais plus vite quand le feu passait au vert. Évidemment, j'avais honte de moi. Je savais que le risque était véritablement infime et que toute modification de mon comportement correspondait à la surestimation d'un événement hautement improbable. Je passe un petit peu. Cette expérience personnelle illustre parfaitement comment fonctionne le terrorisme et pourquoi il est une arme si redoutable. Le terrorisme provoque une cascade de disponibilité. Une image extrêmement précise de la mort et de la destruction se construit dans l'esprit. Renforcée par les médias et les nombreuses conversations qu'elle alimente, cette image devient de plus en plus accessible, surtout lorsqu'elle est associée à un contexte particulier, comme l'apparition d'un bus. Les réactions émotionnelles fonctionnent par association, de manière automatique et incontrôlée, et suscitent en nous un réflexe de protection. Si le système 2 sait, entre guillemets, que le risque est faible, cette connaissance ne suffit toutefois pas à éliminer un sentiment d'inconfort et donc le désir de l'éviter. Il est impossible d'éteindre, entre guillemets, le système 1. Donc là, vous avez Daniel Kahneman qui vous donne un exemple de biais de disponibilité qui l'amène à surestimer le risque statistique de subir un attentat pendant qu'il est dans la circulation israélienne. Et alors, vu qu'Israël, c'est un mot qui fait un peu péter les plombs à un certain nombre de personnes,
Je précise, je vous demande de faire un effort, regardez ce que je viens de raconter factuellement, il n'y a aucune trace de hooliganisme politique chez Daniel Kahneman. Il vous dit juste, j'étais en Israël à telle époque, le pays avait subi tant et tant d'attentats, tant de victimes, il donne les chiffres très factuellement, il explique aussi factuellement qu'une partie de son cerveau savait que la probabilité était faible, mais qui ne pouvait pas s'empêcher d'avoir une activation émotionnelle par un effet d'ancrage. Voilà. À aucun moment il dit « Ah oui, nous les Israéliens, on est persécutés, je sais pas quoi ». Il dit pas ça, il dit juste très factuellement ce qui lui est arrivé. Et si vous trouvez que c'est encore un peu trop suspect comme exemple, je vais passer par le livre d'Eliezer Yudkowsky, qui s'appelle Rationality, et que Lé justement a mentionné au début de sa vidéo sur l'irrationalité qui ne serait qu'un symptôme. Dans ce livre qui fait 1800 pages, alors c'est pas un livre en fait, c'est une compilation d'articles, mais ça fait quand même 1800 pages, Yudkowsky revient un moment sur le biais de disponibilité, ou l'heuristique de disponibilité. Et là, il nous donne un exemple très intéressant qui est celui de la sous-estimation d'un risque qui est pourtant mesurable et qui est bien existant, en l'occurrence le risque des inondations dans les zones où on a construit des digues. Eliezer Yudkowsky nous explique que dans les zones inondables où on a construit des digues, qui ont donc fait baisser la régularité des inondations, les gens qui habitent dans ces zones, même lorsqu'on leur propose une assurance contre l'inondation bradée par rapport au prix du marché, ces habitants refusent de souscrire à cette assurance, parce qu'ils ont un sentiment d'immunité. Alors Yudkowsky n'a pas fait l'étude lui-même, il fait référence à 2 études différentes. Toujours est-il que il parle de ce sentiment d'immunité, et il a cette phrase assez intéressante qui dit, en gros, les gens ne peuvent pas imaginer une inondation qui n'a pas eu lieu. Pourquoi je trouve cet exemple très intéressant ? Eh bien, tout simplement parce que ça illustre comment l'être humain peut avoir des biais cognitifs dans une situation qui est totalement dépourvue du moindre lien avec le hooliganisme politique. Alors, on peut rajouter une nuance cependant. Le hooliganisme politique n'est pas du tout incompatible avec ce genre d'exemple. Je vous renvoie à ce qui s'est passé il y a quelques années en France, en Charente-Maritime, et je crois que c'était en Vendée pour être plus précis, où il y a eu des inondations qui ont frappé des zones qui avaient été construites et qui ont fait plusieurs morts. Exercice de pensée très simple, en vertu du biais de disponibilité, si on avait posé la question 24 heures avant les faits, si on avait interrogé la population vendéenne pour lui poser des questions sur le risque d'inondation, on peut imaginer que en fait, les gens auraient en moyenne sous-estimé le risque réel. Je précise bien en moyenne parce qu'il y aurait eu sans doute quelques anciens de la région qui avaient peut-être le souvenir d'inondation et qui auraient peut-être soit surévalué le risque, soit qui l'auraient évalué correctement à cause de leur propre heuristique de disponibilité. Toujours est-il que parmi tous ces gens qui sous-estiment, qui auraient sous-estimé le risque d'inondation, on peut très bien imaginer que certains, en plus de leur heuristique de disponibilité purement statistique, auraient rajouté des motivations hooliganes. Par exemple, certains auraient expliqué que la France est la 5e puissance industrialisée du monde, et que donc on sait construire des digues solides. Voilà, un exemple de hooliganisme politique. Ou alors, un autre exemple de hooliganisme, ça aurait été de dire, oui mais en Vendée les gens sont intègres, tous les gens seraient intègres plus qu'ailleurs, et donc il est impensable qu'un maire vendéen accorde un permis de construire dans une zone qui n'est pas vraiment 100% sécurisée. Exemple de hooliganisme politique qui peut se greffer sur l'heuristique de disponibilité, qui découle, elle, purement de l'absence d'inondations récentes. Les exemples donnés par Kahneman d'un côté et Yudkowsky de l'autre montrent tous les deux que l'être humain peut faire preuve de biais cognitifs dans un contexte qui est tout à fait décorrélé d'un engagement politique, d'une conviction politique, décorrélé du hooliganisme politique ou de l'appartenance à un groupe. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'hooliganisme politique n'entraîne jamais d'irrationalité ? Bien sûr que non. Ça, je le répète, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Donc ce que je vous propose, et ce que je propose à Lé, et dont j'espère qu'il me fera un petit coucou dans les commentaires, ce que je vous propose, c'est de faire une double flèche. Parce que certes, le hooliganisme politique peut entraîner de l'irrationalité, c'est une évidence, c'est incontestable, mais en même temps, l'irrationalité, elle existe indépendamment de l'être humain, et elle fait peut-être partie des facteurs qui nous amènent à adhérer à des idéologies qui sont irrationnelles, et donc des idéologies dont, si on prenait la peine de les analyser sérieusement, dans lesquelles on ne rentrerait pas. Si on se prend la peine de réfléchir à ce qu'on nous propose politiquement, il y a tout un tas de données, on a la chance de vivre à l'ère informationnelle, il n'a jamais été aussi facile de s'informer, et de croiser les données, croiser les sources, croiser les chiffres. Alors des fois, il y a tellement de versions contradictoires qu'on ne sait pas quoi penser.
Ça, c'est un vrai problème. Mais il reste que, plutôt que d'adhérer comme ça spontanément à une idéologie, et peu importe l'idéologie en question, si nous étions rationnels, nous étudierions tout ça avec un peu de recul, et après avoir vérifié les faits, on se dirait « ça m'a l'air plutôt plausible ». Est-ce que c'est probable pour autant? Je rappelle que plausible et probable, c'est pas la même chose. Mais voilà, on pourrait adhérer ou pas à telle ou telle proposition politique. Je parle plutôt de proposition parce que adhérer à une idéologie, ça me paraît jamais une bonne idée. Je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Sons for All si c'est pas déjà fait. Alors, normalement, si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez Sons for All, mais on sait jamais. Donc allez vraiment voir ce que produit Lé, c'est excellent. Allez voir notamment sa série Démocratie qui est la meilleure série scientifico-politique jamais publiée sur YouTube à ma connaissance, en tout cas en français. Allez voir tout ce qu'il fait globalement, c'est passionnant. Et il a un grand enthousiasme à transmettre son amour des mathématiques et son amour de la rationalité. Allez voir la série Check tes biais qui est produite avec amour et qui est une série scriptée contrairement à la présente vidéo. Donc c'est plus fluide peut-être que ce que vous avez vu aujourd'hui. Si vous découvrez ma chaîne et que vous aimez ce que vous voyez et que vous aimez à peu près la thématique qui est assez hétéroclite, donc allez jeter un coup d'œil aux autres vidéos avant de vous abonner. Mais vous pouvez en tout cas mettre un pouce en l'air sous cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce en bas si vous avez détesté ce que vous avez entendu. Vous pouvez mettre un commentaire argumenté, si possible, pour élever le débat. Voilà, comme ça on va provoquer de l'élévation intellectuelle ensemble, ça peut être sympa. Abonnez-vous, likez, je le répète, voilà, il faut faire un peu de marketing, sinon la chaîne ne se développe pas et ce serait fort dommage. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, checkez vos biais, ça peut servir.